Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 20h, une édition spéciale faite par TF-1 suite aux tragiques événements survenus au Japon vendredi 11 mars 2011. Il est 14h46 au Japon quand les fonds marins commencent à trembler violemment dans le nord-est du pays, qui sera alors théâtre du plus grand séisme jamais enregistré dans le monde entier depuis la création des mesures, de magnitude 9,1. C'est le tsunami survenu 10 minutes plus tard qui causa l'essentiel des destructions et des victimes. Le tsunami a dévasté 600 km de côte et causé la mort ou la disparition de 22 500 personnes, selon le ministère de la reconstruction japonaise, dont plus de 92% ont fini noyés. Nous retrouvons maintenant notre envoyé spécial sur les lieux avec nos équipes. Adèle, vous me recevez? Oui, en effet, Julia. Nous nous trouvons sur la côte pacifique de Tohoku, au nord-est du Japon. C'est là que s'abat principalement la vague géante. Le mur d'eau aurait atteint à certains endroits jusqu'à 40 mètres de haut. L'eau est entrée dans les terres de manière très variable, de quelques centaines de mètres à Fukushima à plus de 10 km dans les vallées de la région de Sanriku. Nous nous trouvons proche d'une école qui a été réquisitionnée par le gouvernement pour loger les habitants dont les habitations ont été détruites. Les villes côtières et leurs ports sont submergés ou détruites à 90%. Le port d'Onogawa, où nous nous trouvons, un navire est perché sur un bâtiment de 3 étages, témoin de la hauteur des vagues. Les pertes économiques s'évaluent aujourd'hui à 210 milliards d'euros. Le tsunami du 11 mars a détruit et submergé la totalité des digues de protection. Celles peu élevées et fragiles, les levées de terre recouvertes de parapets, de la plaine de Seidai, mais aussi les digues les plus élaborées, comme celles de Taro, Otsuchi ou Kamaishi, qui culminaient pourtant à 11 mètres. Les quartiers construits derrière les digues ont été complètement détruits. Tous les regards sont maintenant tournés vers la centrale nucléaire de Fukushima, car une catastrophe nucléaire n'était pas arrivée depuis Tchernobyl. La chronologie des faits se déroule comme ça. À 21h25, une alerte de précaution est lancée. Le système de refroidissement est en panne. L'eau du tsunami a infiltré les installations, coupé l'alimentation électrique et noyé les générateurs de secours. Le samedi 12, au matin, le réacteur 1 explose, suivi de l'explosion du réacteur 3 lundi 14, puis d'une troisième explosion le mardi 15. Suite à ces dysfonctionnements, une quantité de gaz radioactif énorme est relâchée dans l'air. Un périmètre de sécurité est mis en place et de nombreuses évacuations sont ordonnées par le gouvernement à cause des contaminations radioactives. Le Japon semblait pourtant bien préparé contre les catastrophes naturelles. Des remparts de béton de 10 mètres de haut avaient été érigés dès les années 30 et de nombreuses routes d'évacuation devaient permettre aux habitants. Merci beaucoup Adèle pour ce reportage, je t'en remercie. Cet événement tragique nous rappelle soudainement l'événement qui s'est passé en Indonésie en 2004. Et pour mieux le comprendre, nous allons faire appel à notre spécialiste, Élise Bucher. Bonjour Docteur Bucher. Bonjour. Docteur Bucher, merci infiniment d'être venu ici avec nous. Merci à vous. Notre équipe technique a réussi à mettre la main sur une vidéo d'archives de 2004. Nous allons donc la visionner. Le 26 décembre 2004, à 7h50 du matin, un puissant tremblement de terre de magnitude 9 survint dans les fonds marins de l'océan Indien. À quelques centaines de kilomètres de l'île Sumatra, durement touchée, l'Indonésie va vivre le tsunami le plus meurtrier jamais recensé. Les vagues déferlent sur les pays et certains lieux sur ce moment créés de la carte. Ce 26 décembre 2004 restera un jour noir dans l'histoire de ce pays. On recensera plus de 230 000 morts dans la totalité des pays touchés, mais l'Indonésie restera le pays où le plus de victimes sont approuvées. Plus de 1600 personnes ont succombé dans ce tsunami d'ampleur inégalée et de nombreuses autres sont portées disparues. En effet, les vagues ont atteint plus de 30 mètres de haut à certains endroits. De plus, les populations ont été prises au dépourvu et ont pu se réfugier dans des endroits sûrs avant que les vagues ne frappent. 1,6 million de personnes dû être déplacées au vu de la destruction matérielle importante et ces pertes humaines s'ajoutent au coût matériel évolué, plus de 14 milliards de dollars. Au-delà du très lourd bilan humain, le tsunami a bouleversé l'agriculture. Le dégât des sols a causé une disparition des végétaux et l'activité halieutique ont été gravement affectées due à la destruction de nombreux bateaux de pêche. La destruction de l'ensemble des infrastructures complique la gestion de la catastrophe, la reconstruction économique du pays. Au niveau de la population, des épidémies se sont développées, ce qui a encore alourdi le bilan humain.
Néanmoins, la catastrophe a permis le développement d'un système d'alerte dans l'océan Indien pour permettre aux pays riverains de faire face à un nouveau tsunami. Des centres spécialisés recueillent les données des sismographes, marégraphes et bouées pour alerter les autorités nationales en cas de menace. Merci beaucoup pour cette belle trouvaille. Grâce à ces belles images d'archives, nous allons pouvoir faire la comparaison entre le tsunami qui s'est déroulé au Japon il y a quelques temps et le tsunami qui s'est déroulé en Indonésie en 2004. Pour commencer, je vais vous parler des caractéristiques des deux tsunamis. Donc au Japon, c'était un séisme de magnitude 9,1 et la hauteur maximale de la vague a atteint 40 mètres. En Indonésie, le séisme était de magnitude 9,0 et la vague a atteint une hauteur maximale de 30 mètres. Passons maintenant au nombre de morts et de blessés. Au Japon, il y a eu 22 500 morts et 5 400 blessés, contrairement en Indonésie où il y a eu 230 000 morts et 160 000 blessés. Mais comment expliquer l'énorme différence des morts et des blessés entre le Japon et l'Indonésie? Nous pouvons expliquer cela grâce à un problème de préparation. Par exemple, le Japon a construit des digues, des murs pour mieux se préparer au séisme et notamment au tsunami pour les digues. Les séismes étant très fréquents au Japon, les bâtiments construits sont beaucoup plus résistants, contrairement en Indonésie où des digues ont été construites mais plus petites par manque de moyens et les bâtiments construits sont moins résistants qu'au Japon. Mais est-ce qu'une prévention est-elle réalisée dans ces deux pays? Alors au Japon, oui, les habitants sont très sensibilisés, des exercices sont prévus très souvent dans les écoles, mais dans tous les lieux publics finalement. En Indonésie, par contre, c'est un peu plus compliqué, les habitants n'ont pas beaucoup d'exercices, par manque de moyens toujours. Nous pouvons appuyer cela grâce au PIB par habitant. Donc le PIB par habitant du Japon est de 48 760,08 $, contrairement à celui de l'Indonésie en 2004 qui était de 1136,76 $. On peut constater une différence énorme entre les PIB par habitant des deux pays. Donc on en conclut que l'Indonésie est un pays plus pauvre. La situation politique est aussi plus instable en Indonésie. Le pays est peu développé, ce qui complique les opérations de sensibilisation des habitants, de prévention. Enfin, nous pouvons constater des différences de coûts de réparation entre le Japon et l'Indonésie. Au Japon, les infrastructures étant plus développées et plus modernes, la réparation a coûté plus cher. Elle a coûté 147 milliards de $ à l'État, contrairement en Indonésie, où les bâtiments sont moins développés, moins modernes, où la réparation a coûté 14 milliards de $ au pays. Merci infiniment, Dr Bûcher, pour votre expertise et votre savoir. Vous nous avez énormément éclairé sur ces deux accidents. Dans l'imaginaire collectif, la grande vague de Kanagawa-Dokusai est la représentation visuelle d'un tsunami. Depuis le tsunami de Sumatra en 2004, puis les événements de Fukushima en 2011, on sait pourtant que les tsunamis n'ont rien d'une vague unique qui viendrait engloutir les côtes. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous remercie d'avoir suivi le journal du 20h écrit par TF-1. Je remercie notre reporter Adèle. Et on se retrouve demain à 20h. Et n'oubliez pas la météo. Bonne soirée.